animatrice de WhatsApp. Mariam, pré-animatrice monopoquille. Et animatrice de WhatsApp. Et pré-animatrice de Salut tout le monde, je m'appelle Mohamed Dal, je suis un animateur de Mazali. Mariam, animateur de la Mazali. Niaz, animateur de la Marsa. Nour, animatrice de Mazali. Souleymane, animateur de Marsa. Sœur Alice. Sœur de Robin est animateur à la Marsa. Il y a une sœur derrière là-bas, n'est-ce pas? Oui. Sœur Virginie, presseur, sœur à Mazé Bourguiba. C'est bien. Alors moi c'est Dieudonné Ramazani de Manouba. D'accord? Alors, comme notre thème est un peu pas difficile mais intense, on va devoir commencer dans ce sens. Alors, ça s'appelle intelligence artificielle, n'est-ce pas? Ouais. Alors, je demande juste votre concentration et participation avec moi. C'est-à-dire, moi, une distraction, vous ne comprendrez rien. D'accord? Donc, on parle ensemble avec ma vitesse. Alors, avant de vous parler de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire avant de sauter, d'aller très loin à l'intelligence artificielle, nous devons d'abord connaître c'est quoi? L'intelligence. D'accord? Très bien avant. Le monsieur ici, celui-ci, il dit quoi? Faire attention aux oiseaux qui au-dessus de nos têtes, car ils risquent de pisser sur nous. Ça va, les soirs? Est-ce que ça va avec l'arabe? Ça va tout le monde avec l'arabe, avec le français? Oui. Si quelqu'un ne comprend pas, tu le dis, on met des traducteurs à côté. Alors, il s'appelle Martin Luther King. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il est différent de Martin Luther. D'accord. Alors, il a dit cela en 1965, chez lui, là-bas, je vois peut-être à Alabama, aux États-Unis d'Amérique. Il faut faire beaucoup plus attention. Alors, c'est quoi l'intelligence? Ça peut être quelque chose de pareil. À la tête, n'est-ce pas? Quelque chose à l'intérieur, quelque chose de pareil. Alors, c'est censé voir là-bas. Voilà. Alors, l'intelligence est la capacité de raisonner comment? Rapidement. Et de répondre rapidement et avec précision. Ok? Ou dans tous les aspects de la vie. Ça peut être physiquement, mentalement, émotionnellement. Okay? Donc, vous avez cette capacité, disons aujourd'hui, on peut avoir cette capacité surtout de nous adapter au nouvel environnement comme celui-ci. Tout de suite pas, tu t'adaptes déjà. Donc, tu ne te sens plus invité ou bien nouveau ici. Tout de suite pas, tu vois, tu sais déjà, ici ça peut être comme ça. Ici, on peut allumer ici. On peut toucher là-bas l'interrupteur et puis on a la lumière ici. Donc on va commencer ça. Alors, maintenant ici, il y a. Le monsieur s'appelle Awad Yann. Celui-ci, c'est un psychologue qui a étudié à l'université de. Ok. Alors, il a dit, mais on dit l'intelligence. D'abord, c'est quoi les contraires de l'intelligence? C'est l'ignorance. N'est-ce pas? Alors,
Maintenant, ici, on est dans les types, les aspects de l'intelligence. Galen a dit, nous avons 7 aspects de l'intelligence. Le premier aspect, c'est l'aspect logico-mathématique. D'accord? Deuxième aspect, c'est l'aspect linguistique. Donc, on va partir en profondeur. Troisième aspect, c'est l'aspect musical. Quatrième aspect, c'est l'aspect spatial. Cinquième aspect, c'est l'aspect Personnel. et sixième aspect, c'est l'aspect intra. Et septième aspect, c'est l'aspect. On est ensemble? D'accord. Ça, c'est l'aspect de l'intelligence. Maintenant, c'est quoi l'intelligence logico-mathématique? Selon l'auteur, il dit en tant que personnes qui pensent logiquement et sont capables de transférer des concepts abstraits à la réalité, ces personnes aiment résoudre des énigmes et peuvent être des bons inventeurs, car elles peuvent visualiser une invention. Je prends l'exemple très facile. C'est quel genre de personnes? Ce sont des personnes qui sont beaucoup plus assidues dans les mathématiques, dans les choses du calcul. Ils peuvent rester en train de penser et puis après, ils viennent avec des inventions. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des gobelets, vous avez, je ne sais pas, des machines. Aujourd'hui, des robots qui sont en route, quelqu'un, bien avant de penser, vous voyez, il a repensé à une théorie quelque part, il dit, mais ça doit être comme ça, et puis, il le fait tout de suite. D'accord? On rentre au XVIIe siècle. Il y a un auteur, Blaise Pascal. Vous avez déjà entendu parler de Blaise Pascal? C'est le compatriote de la sœur Virginie. C'est un Français, Blaise Pascal. C'est lui qui a créé. Non, pas du tout. Qui a créé addition, soustraction, multiplication. Il a créé la Pascaline, calculatrice, machine à calculer. On est ensemble. Il a pensé d'abord, et puis après il a dit, je veux créer quelque chose. Il crée calculatrice. Aujourd'hui, vous avez une calculatrice dans vos salles de classe. C'est ça? Alors, sur un pareil personne, cette intelligence est beaucoup plus développée. Pour pareille personne, on se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette capacité? Qui est dans cette catégorie des logico-mathématiques? Non? Oui ou non? Ça dépend de vos capacités. C'est le A? C'est le D? D'accord. Alors, on y va. L'intelligence linguistique. Je ne sais pas si vous voyez très bien là-bas. Ben, écoutez. Non, c'est écrit petit. Hein. On ne Allez. peut pas agrandir un peu Je pensais à cela aussi. Dans le diapo, non. Non, c'est écrit. C'est en sorte de c'est pas diapo, très possible. Parce que ça aide à soutenir la langue. Oui, là, je veux dire. Mais sinon, c'est pas. Sinon, On sort et on. C'est. anyway, C'est pas très possible. écoutez. Bon, vous souffrez avec moi, n'est-ce pas? Ouais. On y va comme ça. On vous soutient. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Alors, deuxième, ça s'appelle l'intelligence linguistique. L'intelligence linguistique, par exemple, c'est. Ici, l'auteur dit c'est un genre de personne qui développe un attachement à la langue. C'est-à-dire, vous rencontrez avec des gens qui sont capables de vous manier la langue, ok? Ils maîtrisent bien la narration. Donc, la personne parle très bien la langue, celle-ci. Et puis, ils sont, par exemple, c'est une intelligence qui est développée chez les poètes, les écrivains. Vous voyez? Mais il y a un problème. À la tête ici, il y a un endroit qu'on appelle Broca. Broca. L'auteur dit, l'endroit la Broca, quand il est touché en cette personne-là, alors, elle ne se maîtrise, donc elle ne s'adapte pas facilement au groupe. Par exemple, vous avez votre langage ici comme jeune. Moi, je suis poète. Je ne vais pas vous me parler, mais pour que je descende jusqu'à votre niveau, je commence à parler avec
Vous voyez, parce que je cherche les mots, je cherche les mots appropriés pour. Mais c'est des mots. Pas de haut niveau. Ouais. Accéder. Alors, les paris poètes sont des gens qui se préparent déjà, n'est-ce pas? Ils se préparent, alors, et puis ils ont cette capacité, ils s'adaptent facilement à l'environnement. Alors, il y a un langage qui vient. Mais les capacités, c'est dans le sens de ne pas tenir compte d'un environnement donné. Ils peuvent être là, alors que votre niveau est ici. Alors, après, vous ne pigez rien. L'autre intelligence, vite, c'est l'intelligence musicale. Ici, il y a des compositeurs de musique, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui sont vraiment, on dit pas bornées, mais douées dans la musique. Ouais, ils vous composent des partitions musicales et puis après ils produisent une musique comme ça. Dites-moi, quel est le musicien que vous connaissez, les musiciens, les vrais musiciens? Beethoven, voilà. Oui, il est intelligent pour écrire. Voilà, il a écrit sa musique, il a même, il a laissé son l'héritage maintenant. Voilà. Alors, Le fond de la légende aussi. La voilà. légende. Alors, c'est pareil, les musiciens, ils ont cette intelligence. Mais quel est l'inconvénient de cette intelligence? C'est qu'ils développent beaucoup plus l'attitude d'être, pas égoïste, mais trop enfermés. Fermé sur eux. Voilà, ils ne sont pas ouverts aux autres. Parce qu'ils doivent être composés, ils oublient qu'il y a les autres autour d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette intelligence ici? MC2. Intelligence interpersonnelle, ici, maintenant, c'est une intelligence ouverte où je peux facilement, mais il y a je crée des relations faciles ici avec vous, et puis je sais comment lire tes émotions, et je sais comment m'adapter à tes émotions, et puis transmettre ça aux autres. C'est une intelligence qui est beaucoup plus développée aux politiciens, aux dirigeants, au clergé, et puis aux autres. Intelligence intrapersonnelle, c'est une intelligence qui, je suis beaucoup plus sur moi que sur les autres. Donc, je me regarde beaucoup plus. Okay? Alors, cette intelligence ici rend la personne avoir un caractère fort dans les groupes. Donc, vous voyez une personne arrive au groupe, il ne veut que son point de vue soit pris en compte, plus que les autres. Il doit faire de sorte qu'il soit aussi notifié qu'il est là. Voilà, donc il y a des personnes qui travaillent sur ça, donc ils doivent imprimer leur caractère dans les groupes. Ouais. Il y a des personnes de caractère comme ça. Et puis il y a l'intelligence spatiale ici, c'est la capacité, par exemple, vous avez des photos au mur, tout ça. Vous venez comme ça, un groupe de médecins qui vient avant ça pour la première fois, cette photo ici, malgré qu'elle n'a pas des inscriptions, ça pouvait, donc cette personne marchait comme ça. Donc c'est une intelligence d'interpréter les images. Vous pouvez avoir cette capacité d'interpréter les images. Mais non, ici, les dessinateurs, par exemple, quel dessinateur vous connaissez très bien, un peintre bien connu au monde? Picasso. Très bien. Ouais. Alors, vous arrivez devant une œuvre de Picasso, vous dites, c'est ça, il voulait dire ça, il voulait. Donc, il y a des gens qui développent pareil intelligence. Et puis après, c'est l'intelligence corporelle qui les saisit. Ici, beaucoup plus c'est développé par les athlètes, les handicapés, les sportifs. Alors, ces gens ici, ils développent beaucoup plus l'intelligence pratique des mains, comment faire, donc voilà. Donc, physique développée, donc un travail physique comme ça, ils sont tout de suite là, et vous le voyez, s'adaptent facilement. La question de savoir, on est là, on n'est pas là. L'auteur dit, tous ces aspects d'intelligence, il y en a à nous. Chacun a ses aspects. Mais il y a un aspect qui est beaucoup plus dominant. On est là? Le présent. Ouais. Donc, si je te demande, toi, Antoine, qu'est-ce qui est plus développé en toi? Quel aspect de l'intelligence? Je dirais mon caractère. Peut-être intrapersonnel. Ah, wow. Donc, c'est une interrogation à chacun personnel. Chacun de nous peut réfléchir là-dessus. Alors, on y va maintenant. Maintenant que vous connaissez déjà les aspects de l'intelligence, on va voir maintenant ceux-là qui peuvent nous créer de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Vous êtes sûr que ce sont seulement des logico-mathématiques? D'accord, on y va. Intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est appelé IA. Ok? IA, intelligence artificielle.
Ah, ça ne se voit pas là-bas. Alors, est-ce une machine consciente? En avant. Ok? On se pose la question, l'intelligence artificielle, est-ce une machine consciente? Elle est une technique qui permet bien à un robot. Parfois on dit robot, c'est une intelligence artificielle. Mais non, écoutez, il faut faire la différence des choses. Il y a intelligence artificielle, il y a robot. C'est comme il y a Siri et il y a téléphone. Il y a quelque chose qui est Vous programmé. connaissez Siri? Oui. Voilà, il y a Siri, il y a téléphone. Deux choses différentes. D'accord? Alors, ici, il y a voiture, il y a téléphone, deux choses différentes. Alors, intelligence artificielle, elle est cette technique qui permet bien à un robot ou à une voiture, un moteur de recherche, même un téléphone, d'exécuter les tâches habituellement réalisées par les hommes. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où on veut prendre l'intelligence artificielle, remplacer la tâche de l'homme. Ok? C'est-à-dire tout ce que l'homme faisait bien avant, non, maintenant c'est l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, par exemple, une voiture autonome sera capable de rouler. Donc, vous ne soyez pas surpris un jour en Tunisie moderne, Tunisie post-moderne, nous sommes en Tunisie moderne, en voie de modernisation, en Tunisie post-moderne, de vous retrouver en cours de route des voitures autonomes. C'est-à-dire voitures dans laquelle il n'y a pas de chauffeur physique. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. C'est Non, pas? mais C'est un peu impossible. Assisté. Comment impossible? Ici, Ah ben oui. la direction. Ah ben oui, c'est possible. Pas demain, mais plusieurs années. Pas demain, disons Alors, donc ça c'est, tu sais, plus on avance, plus on va découvrir d'autres. C'est-à-dire, on y va, on s'est dit, un jour à l'autre, Tunisie aura des voitures autonomes. La maman à la maison, voiture va au supermarché. Celui qui va au marché, au supermarché, prend les colis de la maman, il met dans la voiture, et puis la voiture amène les colis jusqu'à la maman qui est restée à la maison. Ne soyez pas surprise plus tard. Alors, un moteur de recherche analysera le sens de ta demande et même de ton téléphone pour obtenir une conversation. Vous avez votre téléphone et vous dites, aujourd'hui, c'est possible, n'est-ce pas? Siri, qui est les joueurs les mieux payés du monde? Et puis Siri vous répond, les joueurs les mieux payés du monde, c'est Messi, par exemple. Vous voyez? Vous pouvez prendre un autre exemple facile de l'intelligence artificielle. Votre machine ici, ok? Vous parlez juste et la machine écrit. C'est facile, c'est pas facile. Vous avez déjà fait ça? Oui. Vous avez déjà fait? Oui. Alors, on fait un exemple. Très petit, très facile, et puis on y va avec ça vite, hein. Alors. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc je suis là. Je vais aller facilement à outils, je crois. Outils. Vous êtes là, outils là. Je vais cliquer outils là. Et puis on me dit, je descends. On me dit quoi là? Saisie vocale. Je pense que c'est ce qui n'est pas clair. Ça va? On me dit saisie vocale. Ça, c'est le fruit de l'intelligence artificielle. Je clique là-bas, ouais. Alors, je commence à parler. Je suis à la Marsa. Ça, c'est l'intelligence artificielle, ça. Ça, c'est très facile. Mais si les mots, ça vous aide déjà à progresser dans vos textes, dans vos saisies. N'est-ce pas? Ça, c'est la prouesse de l'intelligence artificielle. Ah, ben, ça suffit, messieurs. Alors, ça c'est un petit exemple de l'intelligence artificielle en haut. Alors, on dit,
Maintenant, une voiture autonome, un téléphone ne sont pas la même chose. Mais tous les deux intègrent les systèmes informatiques. Ils sont faits pour trier, traiter et stocker. Je vous explique ces concepts. C'est-à-dire quoi? En intelligence artificielle, comme nous voyons ici, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est machine d'apprentissage. Deuxième méthode, c'est deep learning. Donc, machine d'apprentissage, learning machine. Okay? Alors, ici, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle fait quoi? D'abord, elle est une machine normale, et toi qui veux prendre certaines données à l'intelligence artificielle, tu dois d'abord nourrir cette intelligence artificielle de toutes les données possibles. Créer une base de données. Voilà, c'est-à-dire, je suis mineur. Je dois d'abord habituer la machine avec des photos, beaucoup de photos des mineurs, des mois mineurs. Un jour, je vais chercher mineur, la machine sera en mesure de trier parmi les photos des mineurs qu'il y a sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de mineurs, vos photos de Facebook sont déposées sur l'Internet, c'est facile de les retrouver. Alors, quand vous dites mineur, déjà, la machine va aller trier les photos des mineurs parmi autant de photos des mineurs qu'il y a sur le net. Et puis ça va traiter, c'est-à-dire traiter signifie quoi? Ici, la machine, l'intelligence artificielle, va regarder deux éléments. Les éléments qui ne changent pas et les éléments qui changent sur Mignard. Les éléments qui ne changent pas sur Mignard, sur la machine, sont par exemple la taille de son nez. Non, elle change. Ouais. Alors non, comparativement à la première photo, comme elle a été déposée des Mignard originales, la taille de son nez ne change pas. Là-bas, ça ne change pas par exemple voilà, la couleur de ses yeux, ça ne change pas. Mais il y a les autres éléments qui peuvent facilement changer. Les cheveux. Les habits. Voilà, les habits. Ces habits peuvent changer. Alors, avec cela, l'intelligence artificielle est en mesure de traiter. De traiter quoi? De traiter aussi les photos qui sont là-bas. C'est-à-dire, tu peux donner à tes photos de nouvelles couleurs. Tu peux prendre, tu commences à mettre quelque chose sur la photo. Vous le faites sur votre téléphone. Modifier la photo. Voilà, vous modifiez comme ça vos photos, vous mettez quelque chose comme ça, vous pensez que c'est quoi? Et puis après, stocker. Donc, l'intelligence artificielle nous sert aussi à stocker nos éléments. C'est-à-dire quoi? Les enregistrements. Vos éléments sont là-bas, n'est-ce pas? Vous pouvez aller à Marseille, vous cliquez sur une machine inconnue là-bas, Mignard, la photo de Mignard. Donc, c'est un endroit qui vous aide aussi à stocker vos éléments. Et puis, ces systèmes fonctionnent à l'aide d'un outil pratique qu'on appelle les algorithmes. Alors, je vous explique ici c'est quoi les algorithmes. Les algorithmes sont des simples calculs. Okay? Ce sont des calculs maintenant, on met ces calculs à la machine étape par étape. Et l'informaticien qui met ces algorithmes dans la machine, il ne doit pas frôler. Donc, il doit mettre chaque étape et suivre sa traîne. Sinon, ça va donner une autre chose, un autre résultat. Bien, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, avec cela, c'est-à-dire que c'est comme les ingrédients de la cuisine. Quand je vais préparer, par exemple, le couscous, ok, on est ensemble. Quand je vais préparer le couscous, j'ai la marmite, j'ai de l'eau, j'ai la semoule là, je ne sais pas quoi, la pâte là, j'ai, je ne sais pas, carotte, j'ai... S'il manque seulement un seul élément pour préparer un bon couscous, ça ne sera plus des couscous. Ça sera d'autres choses. Ok? Par exemple, vous cherchez sur une machine, un élément qui n'avait pas été encore d'abord reconnu par l'intelligence artificielle. Et vous cherchez cela. Par exemple, aujourd'hui, je cherche, ça s'appelle l'île. Voilà. L'île n'a pas Facebook, par exemple. Ok? L'île n'a pas Facebook. L'île n'a pas, je ne sais pas, Instagram. Mais je vais chercher une ligne sur Internet. Ça va donner, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Parce qu'elle n'est pas là. Elle n'a pas encore nourri l'intelligence artificielle de ces données. C'est-à-dire,
Nous sommes au niveau de learning machine, une machine qui reçoit nos éléments. Mais la machine doit dépasser ces niveaux. Alors, si tu demandes à un programme sans l'IA de te chercher un objet de ton intérêt, ce programme va chercher dans sa base de données qui rassemble tous les ingrédients dans les données. Si le programme trouve une image associée à ta demande, ce système va te donner la réponse exacte. Alors, mais par contre, s'il tombe sur une photo sans l'étiquette de ton intérêt, alors le programme ne te montrera pas. Je vous donne un exemple. C'est aussi, vous allez me pardonner, j'ai fait aussi la publicité, n'est-ce pas? La publicité, ce n'est pas mauvais. Alors, je vous donne un exemple. Je viens ici, je cherche par exemple, je pars sur Google, c'est moi là-bas, je cherche Dieudonné Ramazani, c'est moi. Je pars sur Google, Dieudonné Ramazani, ça y est là, Dieudonné Ramazani. Qu'est-ce que ça me donne? Ah, ça me donne Dieudonné Ramazani. Tu vois, il y a la photo de vrai Dieudonné Ramazani, c'est moi là. Et il y a tous mes livres qui sont publiés, ils sont là. Ouais, ils sont là. Alors, je suis là. Mais si on cherche, il y a d'autres Dieudonné aussi là-bas, qui ne sont pas les mêmes Dieudonné que moi. Donc, c'est-à-dire, j'avais nourri, j'avais publié et j'ai mis ça sur Google là-bas. Maintenant, c'est stocké là-bas. Donc, il m'aide à stocker cela là-bas. D'accord. Alors, maintenant, le programme peut faire varier l'ordre de quantité ou encore l'ordre des ingrédients pour sélectionner la meilleure recette. C'est-à-dire, pour reconnaître l'étiquette de ton intérêt, tu dois d'abord nourrir le programme avec plein d'étiquettes de même classe. Donc, tu ne nourris pas seulement l'IA avec les étiquettes diverses, parce que l'IA, en tout cas, joue dans une direction spécifique. Okay. C'est-à-dire, si c'est pour nous, ça va être le nombre de cette manière, cette matière-là, nous doit rester cette nous-là. C'est-à-dire, quand on cherche nous, et ça donne la vraie nous-là qu'on est en train de chercher sur le net. Alors, ça, c'est un bon. Alors, les IA existent depuis longtemps, mais avec le développement de l'Internet. Elles disposent d'une base de données gigantesque pour fonctionner. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir l'IA ici sans Internet. Par exemple, il y a maintenant des caméras de surveillance en route. Certains endroits où il y a beaucoup de gens, par exemple où les gens traversent, où il y a les marchés ouverts là, où il y a beaucoup de monde, on met des caméras de surveillance spécifiques qui sont déjà sur le système de l'IA. Ok? C'est-à-dire, ces caméras font quoi? Voient les mouvements des gens en train de passer et vous disent ici, il y a tentative, ou soit de bagarre, ou soit de l'attentat, et ça vous prévient. Comme vous êtes à la maison, ça vous prévient, puis ça peut décrire spécifiquement. Donc ça vient avec précision, c'est ça l'avantage. Hein? Ça facilite à l'homme. Parce que si l'homme était là, en train de voir tout ça, là il s'est fatigué. Certaines informations allaient m'échapper. Alors l'IA est en mesure de voir et de spécifier, non, ici il y a, là-bas il y a, ça vous donne comme ça. Il y a même les policiers maintenant. Les policiers dans les pays développés, ils portent certaines lunettes connectées à l'Internet. Ces lunettes-là, si par exemple ils sont à la recherche de tels criminels, ces lunettes les indiquent, les conduisent vers la direction où, les directions probables où ils peuvent être, ces criminels peuvent être trouvés. C'est déjà fini? Non, pas encore. On va arriver là, en fait. À savoir, le monde entier, quand est-ce qu'on se pose la question, quand est-ce que l'IA a été reconnue maintenant officiellement au monde entier? Ce n'est pas quelque chose de 2023. Okay? Peut-être que c'est arrivé ici en 2023. Mais c'est quelque chose qui date de très longtemps. Je vous ai dit ici, n'est-ce pas, que Blaise Pascal, qui a créé la formule mathématique de probabilité, okay, et qui a aussi créé la pascaline, okay, déjà, lui avait déjà cette capacité, parce qu'il était fort en mathématiques, il a créé et puis il nous a donné en disponibilité les calculatrices, par exemple. Maintenant,
L'IA au monde entier a été reconnue maintenant en 1997. Mais bien avant, on va entrer à l'histoire, on va voir comment ça a évolué. Alors, l'IA, à savoir le monde entier, a pris conscience, c'est en 1997. Lorsqu'un super ordinateur nommé, je crois que c'est écrit mal, Deep Blue, ok, alors, a réussi à battre le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Plus récemment, en 2017, qu'il ne faut pas oublier, c'est le numéro 1 mondial des jeux de Go. Vous connaissez les jeux de Go? Non? Alors, comment l'IA fonctionne avec les jeux de Go? C'est un jeu qui est né en Chine. Les jeux de Go, en 2500 ans avant, les jeux ont été nés, et ces jeux-là. Voilà, je vous montre. Attends, je vous montre les jeux de Go. Avec les numéros et tout. Voilà. Ces jeux de Go a deux joueurs. Les joueurs de couleur des pions blancs et les joueurs de couleur des pions blanches. Jeu de Go. Jeu de Go. Voici la photo des jeux de Go. Vous connaissez ces jeux? Vous avez déjà vu ces jeux? Non, Vous avez déjà vu ces jeux? C'est un autre nom, je crois, c'est le jeu de la nuit. Mais c'est comme les jeux de dames, mais ça s'appelle jeu de Go. Là-bas, les noirs, vous voyez les noirs, c'est pour, par exemple, Youssef. Les blancs, c'est pour Fares. Alors, la formule, c'est qu'il y a 19 lignes comme ça, parallèles, de gauche, et 19 lignes aussi de droite. C'est-à-dire, les joueurs joueront, ils doivent occuper le plus possible les cases vides. Et puis encercler l'opposant, l'ennemi. Beaucoup l'encercler pour permettre à l'ennemi de ne pas bouger. Ok? L'IA fonctionne comme ça. C'est-à-dire, je dois beaucoup plus occuper de l'espace. Je dois beaucoup occuper de l'espace pour permettre à ce que je sois consulté et je sois effectif. Alors, ici, alors comment ça marche maintenant l'IA de jeux de Go? L'objectif de ces jeux est d'occuper le maximum, le nombre d'espaces en encerclant l'adversaire, comme je l'ai dit. Alors, ici maintenant, la machine learning, ce qu'on a donné comme détail ici, on dit, la première étape de l'IA, comme on a dit, c'est une machine au service de l'homme qui est en voie de prendre la place de l'homme. Cette machine maintenant fait quoi? Permet à ce qu'avant qu'elle soit efficace, je dois nourrir à la machine les éléments. Ça, c'est la méthode que l'on appelle learning machine. Machine learning. Are we together? On est ensemble, ok? So, ça, c'est la première méthode. Maintenant, avant que l'IA soit capable de jouer ou la programmer avec les jeux, on lui fournit un grand nombre de données. Ça, c'est de 1. On analyse chaque partie coup par coup. C'est-à-dire, quand je mets à la machine les éléments, par exemple, aujourd'hui, il y a facilité de trouver des maris et des femmes sur l'IA. Maris et des femmes IA. C'est-à-dire, par exemple, en Chine, maintenant, c'est développé que les gouvernements investissent beaucoup à l'efficacité de l'IA pour prendre beaucoup plus de l'espace. C'est-à-dire pour être proclamé pays développé, surtout dans le monde aussi informatique. Alors, il fait quoi? Maintenant, les investisseurs ont investi aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire, si par exemple, tu veux avoir un mari ou une femme, maintenant, là, c'est simple. IA, tu dois d'abord créer des avatars. IA a déjà créé des avatars, des hommes, des différents hommes. Et ces avatars, ils nourrissent ces avatars avec des paroles, des textes, donc tous les textes possibles, comme vous faites avec Siri. Ok? Maintenant, ces avatars-là sont maintenant visuels. Tu peux faire un appel vidéo à l'IA, au mari. Ok? On va voir ça ici. Alors, la note la plus élevée désigne le meilleur coup à jouer, c'est-à-dire que les éléments que j'ai nourri la machine avec, ce sont des notes. On attribue ça comme des notes, ces algorithmes. Ah donc, ma demande doit aller chercher la note la plus meilleure. Donc la réponse qui vient de l'IA, qui correspond à ma demande, ça devient tout de suite une note la plus meilleure des autres notes qui sont laissées. Alors,
Deuxième étape de la machine, ça s'appelle Deep Learning. Ça va? Nous avons dit première étape, c'est Machine Learning. Je nourris les données à la machine. Je donne à la machine les éléments. Maintenant, Deep Learning, c'est quoi? Aujourd'hui, certaines IA apprennent à jouer toutes seules, sans qu'il y ait quelqu'un derrière les rideaux là-bas pour dire non, et puis quelqu'un personne vous répond ici derrière les rideaux. L'IA est capable maintenant de jouer toute seule. Par exemple, voiture autonome. Maintenant, à jouer toute seule, seulement en connaissant les règles du jeu et en analysant les parties sans qu'on les aide. Par exemple, ici, on va créer la voiture autonome. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ceci. D'abord, dès le départ, comment est-ce qu'une voiture va rouler sans chauffeur? 1. 2. Comment est-ce qu'une voiture peut arriver à différencier, à distinguer les autres voitures en cours de route pour éviter les accidents? On est ensemble? On est là? Alors, qu'est-ce qu'il faut? L'informaticien, les concepteurs, va faire quoi? Va nourrir la voiture autonome des autres images, les autres marques et les autres modèles, les autres voitures à cette IA. Aussi des objets pour les détecter, non? Facilement. Tu vois? Alors, c'est-à-dire, je vais d'abord prendre, il y a Lamborghini, il y a Ferrari, ils ont des pareilles, ils ont des pareilles marques, ils ont des pareils modèles, il y a des pareilles marques, forme, capacité, je nourris l'IA, je donne à l'IA comme élément, information, tout ça. Quand la voiture sera en route, sera à mesure de marcher, et puis c'est comme vous avez un placement comme ça, non? Ça c'est la Tanzanie. Alors, quand je vais manger quelque chose, c'est empoisonné, alors ça me tire ici. On fait tch. Déjà, je laisse, je dis non, ça je mange pas. Ça sera comme ça aussi avec les voitures autonomes. C'est-à-dire, roule, il y a un véhicule qui vient là-bas, alors déjà, ça tire déjà toujours avec la voiture, et puis évite l'autre voiture. Alors, à partir de cette base de données, l'IA peut extraire des informations qui nous échappent. De 1. Okay? Par exemple, je l'ai dit avant, installer les caméras de surveillance de l'IA, sous surveillance de l'IA, permet à l'IA de déceler certaines informations qui nous échappent. Par exemple, maintenant nous sommes ici, il y a des caméras partout là-bas, il y a des caméras. Imaginez-vous que les caméras qui sont installées dans les ruelles de Tunisie sont déjà connectées à l'Internet, donc sont déjà sur l'IA. Okay? Alors, de ce fait, il y a une caméra par exemple à Sfax. Et la caméra là détecte tout de suite l'engouement qu'il y a sur la route principale et les bagarres qu'il y a eu là-bas. Et ça informe tout de suite la centrale. Vous voyez? Et tout de suite la police centrale est informée et tout de suite après la police locale là-bas dit intervenez, il y a tout de suite quelque chose. Ah, c'est l'IA qui a informé. Vous voyez? Ça c'est une grande innovation. C'est-à-dire, là elle fonctionne seule, elle détecte. Ça c'est déjà deep learning. Mais pour la machine, il s'agit de millions d'informations qui sont regroupées entre elles qu'il faut penser maintenant aussi à sélectionner. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que l'IA absorbe et puis l'homme doit sélectionner. Maintenant, ça c'est une forme d'apprentissage, on a dit deep learning. Maintenant, ça c'est apprentissage par renforcement, donc pour renforcer l'IA. Cela nécessite une puissance de calcul inconsidérable, l'équivalent de plusieurs centaines d'ordinateurs. Comme ça, elle peut créer de nouvelles stratégies. Alors, par exemple, dans la cabine où c'est stocké, pour avoir l'IA ici, nous avons besoin d'un grand processeur des capacités de haut, donc de dernier cri. Vous me comprenez? C'est-à-dire, pour avoir l'IA efficace ici, il nous faut avoir le processeur de dernier cri. Donc, une vase dans laquelle on doit avoir la capacité d'emmagasiner ces éléments et de répondre tout de suite. Donc, ça doit marcher d'une vitesse incroyable. C'est-à-dire que... Alors, ici, maintenant, pour faire cela, il faut renforcer les machines aussi. Cette machine ici doit diriger les voitures de telle zone. Cette machine ici doit diriger, par exemple, tous ceux-là qui auront besoin de demander de l'aide, parce que l'IA maintenant vous console.
Si vous regardez votre maman ou votre papa, l'IA vous crée maintenant des avatars de parents avec qui vous pouvez commencer à parler. C'est-à-dire, vous donnez la photo textuellement de votre papa ou maman à l'IA. L'IA crée un avatar, même visage avec votre papa ou votre maman. Donc, si vous l'avez déjà perdu, vous travaillez, je dois appeler ma maman. Vous appelez les numéros là, ça appelle l'IA. Et l'IA vous donne les visages textuellement de votre maman, commencer à parler avec elle. D'accord? Alors, l'IA s'entraîne à jouer contre elle-même. C'est-à-dire, le fait de vous exercer, entre autres. Aujourd'hui, vous mettez sur Google, sur la page Google, un nom. On met ici Nour. Ici, l'IA ne connaît pas encore qui est Nour. Pour que l'IA parvienne à reconnaître Nour et répondre à Nour exactement, il faut l'habitude, il faut créer de l'habitude à chercher chaque fois Nour. Cherchez chaque fois Nour. Quand vous cherchez chaque fois Nour, l'IA mémorise. Et l'autre fois, quand vous avez écrit seulement N, et puis vous donne Nour. Alors, c'est quoi l'avantage maintenant jusqu'à ce point ici? Aujourd'hui, les machines peuvent être plus précises. On a dit ici, par exemple, vous savez très bien que l'IA est aussi par exemple, dans les laboratoires des médecins. Les médecins aujourd'hui, ils utilisent beaucoup l'IA. Par exemple, pour détecter les cancers. Vous voyez? Pour détecter les cancers, les médecins ont fait quoi? D'abord, ils doivent nourrir à la machine. Quels sont les types de cancers? Voilà, les différents éléments d'une personne souffrante du cancer. Okay? C'est-à-dire, n'importe qui pourra venir plus tard, le prélèvement de son sang, l'analyse par l'IA, l'IA va analyser son sang, et puis après un jour ou bien le même jour le soir, l'IA vous donne exactement les résultats de votre demande. Ce qui est différent des hôpitaux où ils ne fonctionnent pas avec l'IA. Je crois que vous êtes déjà à cet âge-là. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous alliez aux hôpitaux pour faire les examens, mais ça prenait du temps. Les résultats ne venaient pas tout de suite. Les résultats pouvaient venir 1 semaine après. Okay? Maintenant, avec l'aide de l'IA, les résultats viennent tout de suite. Okay? Le matin, vous faites l'examen, quelques minutes après, on vous dit non, votre enfant souffre de telle maladie. Alors, ça permet au médecin aussi d'être précis, parce que le médecin peut prendre le temps de commencer à fureter. Mon professeur m'avait dit qu'un souffrant de cancer doit avoir élément, mais il y a déjà là. Si vous faites ça avec machine, ça devient facile. Avec l'IA aujourd'hui, une femme enceinte, vous voyez, il y a l'examen avec l'ordinateur là-bas, on prend les trucs là, on met quelque chose de 3 fois ici, et puis on passe à la machine, on va savoir déjà le mouvement de qui? Du bébé. Ouais, là il tourne, on voit, je tourne. Voilà. Et puis c'est facile de voir aussi son sexe. Après quelques mois, quelques semaines, on est ensemble. C'est à l'aide de l'IA, mais tout devient facile. Alors, notez bien, chers amis, il faut lire cette phrase-là très bien. Notez très bien. Pour qu'une intelligence artificielle soit considérée plus forte que l'homme. C'est dangereux. Parce que la question ici est de savoir la guerre qu'il y a entre l'intelligence artificielle et l'intelligence normale, c'est-à-dire l'homme. C'est-à-dire, est-ce que l'IA sera à mesure une fois de dépasser l'homme? Oui, bien sûr. Bien sûr? Oui. Vous êtes sûr avec ça? Non. Non? À peu près. À peu près? Alors lisez-moi la phrase là. Notez bien. Notez bien. Pour qu'une intelligence artificielle soit considérée plus forte, elle doit être multifonction. Premier point. Pourquoi multifonction? Parce que l'IA n'est pas multifonction. L'IA, c'est beaucoup plus sur un secteur donné. C'est sur l'informatique, c'est pas là de médecine, là, par exemple, de recherche là de ces cancéreux. Si c'est pour, par exemple, voiture autonome, c'est vraiment voiture autonome. Alors que l'homme peut faire multifonction. Je pense, je peux être avec toi, l'émotion, sinon je peux compatir avec toi, je peux aussi manger, je peux aller sauter, je peux faire ça, tout ça. Multifonction. Et surtout,
qu'elle possède quelque chose de plus qu'on appelle Conscience. la conscience. L'IA n'a pas la conscience. Pour que l'IA soit plus forte que l'homme, il faut doter l'IA de la conscience. C'est quoi la conscience? Et le pouvoir. Hein? C'est quoi la conscience, chers amis? Le pouvoir de D'après Freud, c'est. D'après Freud, Il y a le soi, le sur-soi et l'autre. C'est un tout mélange. C'est ma conscience. ici, beaucoup disent que la conscience est un juge intérieur. Ouais. Est-ce que c'est vrai en l'homme? Non, Pourquoi pas? Enfin, c'est. il y a une autre force. Vas-y. Le subconscient. Oui, c'est l'autre. Eh oui. Alors, l'IA, en elle, il y a absence de la, ce qui rend l'IA faible. Il n'y a pas de système psychologique. On est ensemble. Jusque là, ce qui rend l'IA faible de l'homme, elle n'a pas de conscience. Un, de deux, l'IA ne peut pas être Multifonction. multifonction. C'est pourquoi on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle, Mais elle ne peut pas. on doit parler des intelligences artificielles. On est là? Oui. Parce que c'est comme une boîte d'outils. Une boîte d'outils. Dans cette boîte, il y a marteau, il y a clou, il y a bêche, il y a pioche, il y a je sais pas quoi, il y a beaucoup de, il y a la roue. Il y a tous ces outils de travail. On sait le travail du marteau. On ne peut pas prendre des marteaux pour aller cultiver les champs. D'accord? Les marteaux, c'est pour enfoncer avec force un clou quelque part. Donc l'IA fonctionne comme ça. Donc il y a une IA marteau, une IA, c'est pas pioche, une IA roue. Donc il y a les intelligences artificielles. Il faut rassembler tout ça. Mais il y a des IA multifonctions, multitâches. Et il y a des IA qui peuvent développer leur soi et deviennent plus fortes que l'autre. Non. Oui, si. Eh bien, ah, C'est vrai que l'homme l'a programmé, l'IA, mais il a donné Capacité. il a pouvoir pour programmer. Mais je peux programmer là. Donc, Elle est toujours. programmée soi, mais on n'oublie pas qu'elle a été programmée par l'homme. D'accord. Sans l'homme, elle n'aurait pas été créée. Oui, c'est vrai. Voilà. on avance. Mais un jour, on peut. Un jour on peut Oui. avoir une IA consciente. Je pense pas. Mais notre conscience nous rend plus faible que les Alors, la définition maintenant. Donc on tourne tout autour. On peut définir l'IA. L'IA n'est que de simples analyses. C'est ça l'IA. Simples analyses de quoi? De nos données. Les données que nous déposons sur l'ordi, et puis l'IA analyse nos données et nous donne les résultats. On est ensemble. On n'oublie pas cette définition. Alors, on peut prendre maintenant une brève historique de l'IA. Comment elle est devenue. Alors, les premières expériences en laboratoire de l'IA remontent à la fin des années 1950. Ok? 1950. Les premières expériences en laboratoire de l'IA remontent à la fin des années 1950. Donc, jusqu'à maintenant, si on peut compter, l'IA a quel âge? 70 ans. Et puis après, en 1950, c'était Alan. Vous avez déjà entendu parler de cette méthode, la méthode de Turing? Non. Donc, en 1950, c'est un mathématicien britannique. Mathématicien britannique qui pensait déjà de cette machine. A proposé dans son article Computing Machinery and Intelligence un test pour mesurer l'intelligence d'une machine. Comment peut-on mesurer l'intelligence d'une machine? Donc, il écrivait déjà un article sur ça et l'a comparé à celle des hommes. Ça, c'était le monsieur Alan Turing qui pensait à cela déjà. Alors, ça s'appelle, quand vous écrivez sur Internet, test de Turing, vous trouvez tout de suite sa formule. Notez bien, depuis la machine n'a cessé d'apprendre et d'auto-apprendre et développer ses réseaux de neurones. Mais disons, parce que
ces algorithmes-là, c'est sous forme de neurones aussi qu'on travaille là-dessus, on donne... c'est trop petit. Hein. Alors, la naissance de l'IA. Les premières machines pensantes plutôt, on dit machines pensantes, les premières machines pensantes apparaissent dans le film de science-fiction en 1921, dans la pièce théâtrale Russian's Universal Robot. Si vous avez ce film, vous pouvez vous rappeler de Karel Čapek, de l'origine tchèque, qui a mis en scène des machines intelligentes. C'était la toute première fois où il y avait cette apparition de machines pensantes dans ces films. Et puis en 1950, avec Alan Turing, va imaginer les machines de calcul et de l'intelligence dans laquelle Alan décrit comment savoir une machine s'approche d'une intelligence humaine. Alors voilà le début de l'IA. En été, on avance, 56. En été 56, qu'est-ce qu'il y a? Les scientifiques américains, juste là encore en 1950, les termes intelligence artificielle, comme on est parlé aujourd'hui, n'étaient pas encore prononcés. C'est comme le mot philosophie. La philosophie était vécue avec Thalès avant que... C'est plus tard que la philosophie a été prononcée par la personne qu'on appelle Pythagore, qui va plus tard prononcer philosophos. Ok? Alors, c'est comme avec l'IA. La personne maintenant qui va prononcer intelligence artificielle comme ça, voilà, en 1956. Les scientifiques américains, il y avait McCarthy, avec son ami Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon, ils ont organisé une conférence ensemble, invité les autres pour discuter sur comment créer une intelligence artificielle. C'est la première fois que le terme intelligence artificielle est utilisé aux États-Unis d'Amérique. Alors, il commence ensuite les recherches par décrire très précisément le mécanisme d'apprentissage et de l'intelligence chez l'humain pour reproduire une machine avec une machine reprogramme. Alors, l'essor de l'intelligence artificielle. À partir de 1956, les projets de l'IA fleurissent, c'est-à-dire les États commencent à investir pour permettre à créer des machines importantes afin de résoudre certains problèmes de l'homme. Alors, début de l'informatique. Aussi, l'informatique qui naît comme ça. C'est quoi l'informatique? C'est l'application du mathématique. C'est quoi l'informatique? Vous étudiez l'informatique tous les jours dans vos écoles. C'est quoi l'informatique? Science. Qui? Dans le mot informatique, il y a deux mots. Dans les termes informatiques, il y a deux mots. Il y a information et puis Mathématique. Automatique. Donc, c'est une science qui traite des informations automatiquement. Donc, automatique. D'accord? Bien ça. Alors, deuxième élément, les premières applications de l'IA sont plus liées aux mathématiques. Les premières applications de l'IA. L'IA est bien avant là, plus liée aux mathématiques parce que nous avions dit l'IA est nourrie par les algorithmes. Voilà. Alors, la même année, en 1956, vu jour le premier logiciel de l'IA. Ça s'appelle Logic Theorist, créé par les chercheurs américains Allen Noel et Herbert Simon. Ces logiciels réalisent tout seuls les démonstrations des théorèmes mathématiques. Les théorèmes mathématiques, ça, machine déjà. Même sur votre machine, il y a des endroits où vous trouvez les racines carrées. Ben, il y a déjà tout ça. Alors, en 1957 maintenant, les psychologues Frank Rosebrandt inventent le premier programme d'apprentissage grâce au réseau de neurones simples, donc perceptrons. Entre-temps, l'IA trouve une autre application en traduction automatique. Par exemple, si vous allez sur Google, prenez ça, voilà.
Nous avons le Google quoi? Traduction. Nous avons aussi notre application de traduction maintenant, ça s'appelle le Reverso. Ouais. Il y a beaucoup maintenant des applications de traduction. Je vais parler Assalamu alaikum. Et puis, ça me donne en français ici. Salut. On est ensemble. Ça, c'est déjà l'avancée de l'informatique. Après, là, on rentre un peu avant 57, on rentre à 54. Motivé par la guerre froide en URSS et l'URSS, un programme automatique de traduction voit les jours qui traduit seulement, donc l'essai, c'est déjà en 54, on a fait l'essai, ça traduit 49 phrases russes en anglais. Mais c'est pas. En anglais. Mais c'est à partir de 57 que le programme s'améliore vraiment. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à Noam Chomsky. Vous ne les connaissez pas? Vous allez les connaître tout de suite. Alors, c'est un chercheur linguiste américain. Il invente quoi? Il invente des modèles mathématiques des langages, surtout grammaire générative, pour les rendre compréhensibles aux machines. C'est-à-dire, Noam Chomsky, c'est un linguiste. C'est un linguiste? Oui. C'est quelqu'un qui est chercheur dans le nom. Qui Ouais, est, pratique bien là. disons, il a des chercheurs en langue. Il est beaucoup assidu dans les études des langues, surtout les études fonctionnelles des langues. Alors, Noam Chomsky dans sa théorie de la langue, il dit, ici nous devons créer deux choses de la langue. Nous devons créer la compétence et la... On est ensemble. La compétence et la performance. Ok? C'est quoi la compétence et c'est quoi la performance? La compétence, c'est-à-dire, quand j'apprends l'arabe maintenant, ok? Aujourd'hui j'apprends l'arabe. Avec toi, c'est toi qui m'apprends l'arabe. Je pars tout de suite. 2 minutes après, je dois retenir quelques mots d'arabe. Par exemple, je suis venu ici, en Tunisie, Tamoula, Raz, table vide, tête vide. Mais maintenant, je peux dire, et là, même, France, Nostrambouni. Je connais déjà ça. C'est bien ça. Ouais, ça c'est la compétence, je suis avec ça. Maintenant, la performance. La performance, c'est quand maintenant, je vive avec l'autre. Quand je parle maintenant avec elle, en arabe, je vois maintenant là. Hein? Ça c'est bien. Les autres, combien c'est? Ah ben, déjà, c'est la performance. Et c'est montre combien je suis capable de manier la langue. C'est ça avec la machine, la théorie de Noam Chomsky. Il dit, quand la machine apprend, la machine ne doit pas rester seulement apprendre. La machine doit aussi comprendre. Pour répondre. Vous voyez l'importance de Noam Chomsky dans le fait d'avoir créé une langue, un modèle de langue pour la machine. Alors, en 1965 maintenant, Joseph Weizenbaum développe le programme informatique, ça s'appelle ELISA. Programme informatique. Ces derniers remplacent les psychothérapeutes pendant les entretiens thérapeutiques. C'est aussi le premier programme qui réussit le test de Turing, mais seulement pendant quelques minutes avant que son identité de chatbot ne soit démasquée. Aujourd'hui, il y a chatbot, non? Vous connaissez chatbot? Oh, vous pouvez chatter, n'est-ce pas? Oui, mais chatter avec une machine. Vous pouvez chatter, n'est-ce pas? Mais chatter avec une machine, vous pouvez faire aussi. La facilité, il y en a. D'accord? Alors, donc, la thérapeutique qui a été là, remplacée maintenant par le fait de chatbot. Et puis, chatbot aujourd'hui, c'est comme Siri. Voilà, on est là, chers amis. Merci. Chatbot aujourd'hui, c'est comme Siri. Ou bien c'est comme Google. Vous pouvez. Siri, je m'appelle Dieudonné. Est-ce que vous connaissez? Siri aussi, elle répond. Oui, je te connais. À Manouba. En 1968, écoutez-moi très bien. En 1968, l'IA apparaît dans le film 2001. Si vous écrivez ces films là sur Internet, 2001, l'Odyssée de l'espace, des Stanley.
On y voit un ordinateur capable à piloter les vaisseaux spatiaux. On est ensemble? Ouais. On y va vite, on finit parce qu'on est déjà à la fin. L'hiver de l'IA. C'est-à-dire, déjà, de 1950 jusqu'à 1965, l'IA florissait déjà, épatait les gens, étonnait les gens, une machine qui réfléchit. Voilà, impressionner, tout ça. Maintenant, l'hiver de l'IA commence. Fin des années 60, marque la première décadence de l'IA. Les recherches s'effondrent. Il faut dire qu'ici, les gouvernements se disent non, nous sommes déçus, ça ne nous apporte pas. C'est que nous cherchions à ce que ça demande beaucoup, il faut beaucoup investir, il faut beaucoup attendre, il faut beaucoup essayer. Alors, nous devons passer aux autres choses pratiques. Et puis, par exemple, c'est vrai, si j'investis maintenant, seulement avoir un avatar qui me crée l'image de ma maman, tu sais combien je dois payer? Je dois beaucoup payer au concepteur pour faire tout cela. Alors ça, c'est moi qui paie. Alors, et puis je vais vivre dans ce monde-là des illusions. Ma maman est déjà morte. Je ne vais pas avoir un avatar là, je parle, je vois, et puis me remplace l'image me donne le coup de ma mère. C'est faux. Alors, en 1965, le philosophe Hubert Dreyfus publie une première critique de recherche sur l'intelligence artificielle. Pas seulement lui, c'est-à-dire que pour décourager l'essor de l'IA, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer déjà à publier des articles pour dire non, c'est faux, ce sont des imaginations seulement, ça ne peut pas remplacer l'homme, il ne faut pas laisser dans ces mondes-là d'imagination. Donc, les philosophes là font aussi de même pour critiquer, les premiers à critiquer. En 1973, le mathématicien britannique Michael James publie un article dans la revue Science Recherche, quand ce titre, sur un rapport commandé par le gouvernement britannique, avec pour conséquence les gels du financement européen pour l'IA. Donc, les États européens ne doivent plus se focaliser à donner de l'argent pour faire la recherche l'IA, il faut laisser ça à part, il faut penser à d'autres choses. Et l'IA, ces années-là, commence à s'effondrer. Et puis, pendant ces temps, l'IA s'installe dans la science-fiction, c'est-à-dire, maintenant, ceux qui développent l'IA, ce sont les vidéoconcepteurs. Maintenant, on commence à dire, nous restons dans les choses, nous mettons des ordinateurs qui parlent. Regardez certains dessins animés, n'est-ce pas? Vous voyez certains ordinateurs qui parlent, même qui marchent, non? Oui. C'est resté comme ça même dans les séries de vidéos ici. Alors, la renaissance encore de l'IA. Les années 1980. Les investissements sur l'IA reprirent. Okay? Et puis, l'époque fut appelée le système expert. L'idée en est que les machines effectuent les activités de l'homme dans un domaine très précis. C'est ce qu'on dit pour l'IA. L'IA n'est pas dans les domaines multifonctions. C'est dans les domaines précis. Tu veux chercher quelque chose sur l'IA, par exemple, de direct comme ça, de précis comme ça, l'IA te donne ça. Alors, à la fin des années 1980, l'IA vit une nouvelle crise, encore une autre décadence. Pourquoi? Suite à l'émergence des ordinateurs personnels, les PC, personal computers, orientent les finances dans l'informatique classique. C'est-à-dire, on néglige d'investir pour trouver des robots on peut quand même seulement multiplier des machines pour donner, chacun peut avoir sa propre machine. Comme ça va comme ça, puis on finit comme ça. C'était comme ça. Maintenant, dans les années 1997, pour la première fois, l'IA bat le champion du monde, Deep Blue, de l'époque, Garry Kasparov par exemple. La même année, les programmes enregistrement vocal. Donc, ce n'est pas du nouveau. Si c'est du nouveau, tu nous dis, mais chez toi en tête, il y avait déjà depuis 1997 le programme La Voice, l'enregistrement par voix sur la machine que je vous ai montré. Ça date déjà de longtemps. Et puis après, cette période marque l'essor des deep learning. Je vous ai dit deep learning. Les deep learning, grâce à des chercheurs comme le français Yann
les camps, je ne sais pas les crimes, les camps, qui permettent de grandes avancées dans la reconnaissance des écritures et des images. Par exemple, sur le terrain d'aujourd'hui, vous avez la facilité de mettre votre image et de reconnaître déjà que telle image est de tel endroit pour éviter aussi certains plagiats. Alors, ça on va sauter parce que vous connaissez déjà. Oui, alors, les grandes applications de l'intelligence artificielle dans les hôpitaux. L'IA fonctionne déjà. Avec les IA, je suis dans le temps. Attends. Dans 4 minutes, je pense. D'accord. Alors, les hôpitaux, les médecins, je vous ai dit, les médecins travaillent déjà avec les IA. Écoutez bien. Pour faire quoi? Pour identifier les causes de certaines maladies comme le cancer de prostate. Et puis, elles étudient les IA, les données des patients récoltées à partir de leurs analyses sanguines. C'est-à-dire, il faut prélever d'abord le sang. Chercher une anomalie. Et puis, on a commencé à analyser ça maintenant. Donc, l'IA ne travaille pas seulement comme ça. Il faut toujours l'aide de l'autre côté d'elle pour bien donner le vrai résultat. Et puis après, on dit ici, donc, IA est un support à la recherche clinique, un grand support. L'IA est aussi un monitoring à domicile. Ça, voilà. Ici, par exemple, dans les maisons des vieillards, dans les orphelinats, on peut installer les IA. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'on va installer des caméras partout au coin pour permettre, par exemple, si vous ne voulez pas prendre soin de votre papa ou grand-père, votre grand-mère, installez juste des caméras des IA. On est ensemble. Ayez une machine centrale quelque part chez vous. Avec ça, vous pouvez surveiller les mouvements de votre grand-père. C'est-à-dire que je vous dire, à telle heure, il a pris les médicaments. À telle heure, il est debout. À telle heure, maintenant, il dort. Et les caméras vous enregistrent tous ces mouvements. Ça, c'est l'IA. Ça s'appelle monitoring à domicile. On est ensemble? Oui. Ça, c'est notre avancée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas rester gardien seulement du grand-parent. Il passe ici, je suis là. Maman, est-ce que tu as pris ton médicament? Non. Aujourd'hui, l'IA me dit, et puis s'il ne prend pas, je téléphone juste. Maman, tu n'as pas pris le médicament. Parce que l'IA m'informe. Vous voyez, c'est très important. Alors, les machines qui commandent les autres machines aussi. Par exemple, dans les entreprises, chers amis, dans les entreprises maintenant, il y a des grosses machines. Il y a des grosses machines qui doivent fonctionner pour produire, par exemple, les yaourts ici. Pour vous faire des yaourts, non? Alors, il y a des machines, non? Machine pour l'emballage, machine qui amène la boîte là, machine qui amène, je ne sais pas, du lait là maintenant pour mettre à l'intérieur. Maintenant, il faut une machine qui est fixe pour commander ces autres machines-là d'être en mouvement. Ça, c'est la formule d'Aristote, n'est-ce pas? Qui définit Dieu comme ça, comme une machine immobile qui commande les autres machines, qui met les autres machines en mouvement. On est ensemble. Alors, c'est ça, donc, l'importance aussi de l'IA quelque part. Et puis, les machines qui commandent les autres machines, on a dit cela. Par exemple, la voiture, ça doit être commandée par une machine quelque part. La voiture autonome, la voiture, voilà, en pleine IA. Les volants tournent tout seuls. Là, c'est les volants qui tournent tout seuls. Ne soyez pas surpris si un Tunisien un jour. Vous voyez une voiture autonome. Voiture, c'est un volant qui tourne tout seul. Ne courez pas, hein. Vous êtes déjà informés. Alors, les pilotes, c'est l'intelligence artificielle. Pour éviter les obstacles, elle doit d'abord apprendre à différencier ce qu'on a dit ici, les objets. Et puis certains